Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin la vidéo de test du LG OLED G3 sur lequel on va sans doute passer très rapidement sur certaines parties que j'ai pour habitude de faire dans les vidéos, à savoir l'interface logicielle, peut-être aussi un petit peu la partie ergonomie. L'interface logicielle, vous pourrez notamment la retrouver dans le test de l'OLED C3. Le lien est là, mais aussi dans la description, je vous en ai déjà parlé. Et puis, je vous avais aussi fait sur la chaîne une vidéo de comparaison tournée chez LG où je comparais la qualité de l'image de ce G3 juste ici avec celle du C3 où clairement on pouvait remarquer une belle différence en matière de puissance lumineuse. Et maintenant, on va se parler de ce test individuel. Et c'est clair que l'arrivée du G3 rebat sérieusement les cartes. Et d'entrée de jeu, je vous le dis, il y a un point que je ne partage pas et que je vais évoquer évidemment un petit peu plus longuement dans cette vidéo à différents moments, c'est que certes, vous allez voir que c'est assurément même le meilleur des téléviseurs OLED, toutes marques confondues, clairement, parce qu'on a l'arrivée cette année d'une nouvelle technologie. Mais pour autant, vous ne m'entendrez pas dire ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu partager, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu entendre au travers d'autres articles ou vidéos, que grâce à l'OLED G3, la technologie par exemple mini LED n'a plus aucun sens. Ça, c'est absolument pas mon point de vue. La technologie mini LED évolue elle aussi grandement auprès des marques qui travaillent là-dessus. On sait que TCL pousse très fort sur cette technologie-là, mais ce ne sont pas les seuls. Samsung aussi est présent sur le mini LED, même si eux aussi, rapport à la qualité du QD-OLED, ont tendance à aller aussi vers cette technologie qui est l'OLED dans une version dopée au quantum dot. Donc ce n'est pas le propos ici. L'OLED qui est là dans cette version LG a du sens, de la même manière que les téléviseurs mini LED ont du sens parce qu'ils s'améliorent et surtout, on est sur des tarifs qui sont tout de même souvent bien plus abordables que ce que nous propose ici LG. Donc on va tout de suite embrayer avec une partie assez classique avec derrière moi, vous le voyez, la vidéo tournée du labo de Jay, et je m'en excuse parce que les images, vous les voyez, elles sont clairement saturées parce que les capacités techniques de cette dalle sont telles que l'on a un écart de puissance lumineuse entre ce qui se passe grosso modo dans les basses lumières ou dans les scènes un peu sombres et ce qui se passe lorsque l'on a beaucoup de puissance lumineuse. Je vais éventuellement vous rappeler la principale évolution de cette gamme G3, gamme galerie. C'est l'arrivée de cette technologie MLA, Micro Lens Array, qui a été dévoilée au moment du CES de Las Vegas. Vous retrouverez là aussi dans la description un lien qui vous mènera vers l'interview que j'avais pu faire des équipes de LG. Et c'est vrai que cette technologie, ce sont tout simplement des micro-lentilles des milliards, des dizaines de milliards même de micro-lentilles qui sont appliquées au-dessus des sous-pixels et qui permettent tout simplement de rediriger le faisceau lumineux pour améliorer la puissance lumineuse en évitant la déperdition de lumière. Et plus on rajoute effectivement cette lumière et plus on offre ce dynamisme à l'image. Attention, je reviendrai dans la partie peut-être résultat des mesures ou juste après sur l'effet un petit peu pervers que cela peut avoir. En tout cas, voilà, c'est cette technologie Micro Lens Array qui fait une énorme différence. Là où j'ai envie de dire, petit message à l'attention des possesseurs de téléviseurs LG OLED et d'autres marques de séries précédentes, c'est-à-dire les gammes 2022, un G2 par exemple, c'est vrai que là, vous êtes passé malheureusement à côté de la grosse évolution au cours des différentes versions de l'OLED. L'OLED était une technologie qui évoluait petit à petit. Et là, avec le Micro Lens Array, c'est vraiment un bond considérable qui est fait et je pense clairement que d'une certaine manière, on peut remercier Samsung qui est arrivé l'an dernier avec sa technologie QD-OLED qui avait aussi l'avantage de la luminosité. La technologie QD-OLED offre, elle, en plus, un autre avantage qui est le Color Volume, mais j'y reviendrai. Du coup, on a quand même l'impression que ça a un peu chamboulé les équipes de LG Display, ça les a un petit peu précipités dans la nécessité de faire quelque chose et ce quelque chose, ça a été fait sur le G3 au détriment peut-être du C3, là encore, le lien est disponible pour consulter mon test en vidéo. Un C3 qui est un petit peu triste au sens où en fait par rapport à un C2, il apporte pas grand-chose et donc du coup l'évolution sur cette gamme qui est un petit peu et sans doute la gamme la plus populaire qui est la série C, il n'y a pas grand-chose qui évolue. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une petite difficulté dans cette vidéo à vous reproduire des images
qui soit fidèle à ce que je vois au travers de la caméra, en tout cas pas là, sans être en mesure d'intervenir directement sur les réglages en temps réel par rapport à ce qui se passe. Ça a été compliqué. Je peux vous le dire que même pour faire les images d'illustration, ça a été compliqué parce qu'on a vraiment une image, un delta de luminosité jamais vu sur cette technologie OLED. Donc voilà, on a effectivement cette puissance lumineuse qui est disponible. Sachez que LG a mentionné aussi le fait que désormais, ils sont capables de la maîtriser de manière bien plus précise, puisque l'on passe sur les modèles 2022 de 5000 zones de contrôle à 20 000 zones. Hein, grosso modo, considérez qu'on a 20 000 zones dans l'image qui peuvent être comme ça ajustées pour aller chercher le meilleur de l'image en fonction des ressources disponibles. Et bien là aussi, ça fait partie des améliorations qui sont apportées en 2023, améliorations notamment rendues possibles grâce au processeur Alpha 9 Gen 6 avec cette série G qui promet donc 70% de luminosité en plus par rapport au DAL White OLED classique grâce à cette technologie MLA. Alors depuis tout à l'heure, on a là la vidéo du labo de Jay. N'hésitez pas, là aussi, vous retrouverez le lien dans la description. Vous l'avez peut-être reconnu avec cette vidéo réalisée sur cette Mustang. Vraiment, allez voir parce que alors il y a le making of et il y a cette vidéo qui d'ailleurs, Jay revient sur pas mal de notions liées au HDR, à l'audio, etc. puisqu'il a fait appel à des compositeurs, il a fait appel à des personnes qui ont fait la captation audio pour que vous ayez notamment des reproductions Dolby Atmos sur ce produit. Et d'ailleurs, Dolby Atmos qui est par ailleurs évidemment compatible avec ce téléviseur, avec ce G3 qui en plus cette année promet un son virtualisé 9.1.2 contre du 7.1.2 pour les modèles de l'année dernière. Concernant les tarifs, puisque c'est aussi un sujet que j'ai régulièrement abordé avec vous et qui justement, là encore, me fait dire que je ne peux absolument pas tolérer qu'on dénigre la technologie mini LED au profit exclusif de cette technologie OLED boostée avec ses micro-lentilles. Il en faut pour tous les usages et pour tous les budgets. Ici, on est quand même sur une gamme qui démarre sur un 55 pouces à 2700 €. Le 65 pouces est actuellement en promotion, enfin en remise de 600 €. Je vous donne des tarifs qui sont sur le site de LG. C'est comme ça que je ne vais pas vous donner en plus tous les prix qui sont chez Ubaldi, Boulanger, Fnac, etc. Vous retrouverez néanmoins dans la description des liens d'affiliation si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne. Quoi qu'il en soit, le 65 pouces, c'est 3000 €, donc avec cette remise de 600 €. 77 pouces, c'est 5099 €, 5100 €. Et ce 77 pouces est la dernière taille à utiliser cette technologie MLA, puisque le 83 pouces, qui est à 7000 €, ne dispose pas de cette surcouche MLA, de ces fameuses micro-lentilles. En tout cas, pour l'instant, voilà, on va se limiter cette luminosité en mode filmmaker à 64%, parce que depuis tout à l'heure, je le vois, c'est complètement cramé, enfin sur certaines scènes. Donc voilà, on va baisser un petit peu la luminosité pour se parler maintenant un petit peu de l'ergonomie du produit. Je ne vais pas trop traîner là-dessus, parce que je vous en ai déjà parlé, on l'a déjà, je vous dis, ça fait la 2 ou 3e vidéo que je fais sur cette gamme 2023 de chez LG, donc on commence à la connaître. Et puis surtout, c'est pas là-dessus qu'ils changent beaucoup ces téléviseurs. Je le rappelle néanmoins, la série G, ce sont des modèles dits galerie qui sont conçus de base pour être accrochés au mur. Et donc, dans le carton du téléviseur, vous retrouvez un support mural qui est vraiment conçu et adapté au téléviseur. Il va venir se plaquer derrière par un mécanisme un petit peu coulissant. Voilà, on clipse tout ça. Et ensuite, la dalle se retrouve collée au mur. Cette année, le téléviseur, il fait à peu près 2,4 cm d'épaisseur sur sa partie la plus épaisse. C'est quand même pas mal du tout. Une fois que c'est accroché au mur, c'est assez redoutable. Pour ma part, comme vous le voyez, il m'a été livré avec le pied central dit rotatif, qui est en fait un pied qui est équipé de petites roulettes en dessous. C'est lui qui permet comme ça de tourner le téléviseur et de lutter contre les reflets. Vous le savez que c'est un sujet pour moi, ces fameux reflets de luminosité ambiant qui sont liés ici tout simplement au fait que j'ai une baie vitrée exposée plein sud, et peut-être l'avez-vous remarqué, mais il a une légère inclinaison, ça doit être à peu près 3 ou 4 degrés lorsqu'il est comme ça installé sur le pied, donc c'est peut-être pour ça que vous avez aussi l'impression qu'il est un petit peu tordu d'une certaine manière, mais non, c'est qu'effectivement il est légèrement incliné vers l'arrière, et comme on a comme la particularité des dalles OLED, j'ai envie de dire, c'est d'avoir des angles de vision parfaits, puisqu'on est sur de l'auto-émissif, on ne craint pas les fuites de lumière comme on peut l'avoir avec des téléviseurs LCD par exemple. Si
si je me mets de ce côté-là, j'ai vraiment des angles de vision qui ne changent pas et c'est la même chose en haut, en bas. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que si jamais vous avez cette inclinaison, s'il est disposé sur un meuble bas, c'est quasi parfait parce que soit vous l'avez grosso modo à hauteur de canapé, soit quand vous le regardez un petit peu debout, eh bien vous allez être dans des conditions optimales. Et à l'inverse, là ici vous le voyez, il est installé sur une table donc qui est à près de 90 cm de hauteur. Mon canapé lui est beaucoup plus bas et pour autant j'ai jamais été gêné par cette sensation d'avoir des soucis d'angle de vision, comme il m'est arrivé d'ailleurs avec des téléviseurs LCD parfois où je me disais tiens vu d'en bas c'est pas génial. Là c'est absolument pas le cas. Encore une fois, ça c'est au cas où vous décideriez de l'accrocher au mur par exemple à une position légèrement surélevée. Sachez que là pour le coup il sera plat et vous n'aurez pas pour autant de problème d'angle de vision grâce à cette technologie. Les reflets, je vous en ai parlé, ils sont certes peut-être moins critiques dans le cas présent parce qu'on a quand même du coup de la ressource lumineuse cette fois-ci. Pour autant, ils existent toujours, ça reste quand même une dalle assez brillante, cette dalle qui est intégrée au G3, avec néanmoins une évolution intéressante avec ce filtre Vanta Black qui effectivement compense pas mal, annule pas mal aussi ces lumières parasites. Sachez-le, il est pas non plus complètement magique. Si j'ouvre ici mes stores, mes volets roulants, sur une baie vitrée exposée plein sud, évidemment qu'on va avoir des petits soucis, un sujet avec ce qui va être affiché à l'écran, en tout cas dans les scènes sombres, mais la montée en puissance lumineuse, encore une fois, permet de corriger cela. Et je rappelle aussi que malheureusement, les téléviseurs LCD, eux aussi de plus en plus lumineux grâce aux technologies mini LED notamment, sont eux aussi de plus en plus brillants. Donc comment commencer à mettre un petit peu tout ça dans la balance. Quoi qu'il en soit, le Vanta Black n'est pas complètement magique selon moi, c'est bien normal, et puis je trouve qu'on constate toujours un petit peu quand même cet effet de reflet un petit peu violet sur la dalle. Alors il n'est pas gênant parce que quand on a quelque chose qui s'affiche, c'est vraiment uniquement ponctuellement dans des zones sombres de l'image qu'on peut constater un petit peu ce phénomène-là. En tout cas, il n'est pas complètement annulé pour moi, et moi j'ai pu le voir tout simplement parce que j'ai des pavés de verre derrière, enfin ici en face de moi, dans ma cuisine, qui font que lorsque j'ai de la lumière qui arrive là et que j'ai une portion sombre, j'ai toujours ce petit phénomène violet. Bon, ça ne dénature pas les couleurs, en tout cas, c'est juste une petite gêne assez temporaire toutefois. Je vais terminer sur cette partie ergonomie matérielle en vous parlant évidemment de la télécommande, bien que ce soit totalement dispensable, parce qu'en fait, elle ne change pas. Elle ne change pas d'année en année, depuis pas mal de temps maintenant. Alors si, il y a peut-être des raccourcis en plus, c'est vrai que j'ai plus les modèles 2022 en tête. Il y a Netflix, Disney+, Rakuten TV, LG Channels, un accès direct à Alexa et aussi Prime Video. Je n'ai pas le logo ici NFC qui me permet d'appairer le smartphone directement. J'ai pas essayé, en tout cas l'application smartphone, je l'ai associée au téléviseur, mais cette fois-ci en passant par le process d'installation, le QR code qui permet comme ça de partager sa connexion Wi-Fi et d'accélérer un petit peu la partie configuration logicielle. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire à LG, c'est donnez-nous quelque chose de plus qualitatif. Non pas que je veuille du mal, entre guillemets, évidemment, vous en doutez, aux clients qui ont acheté un C3, mais on a la même télécommande sur une série G qui, cette année, technologiquement, fait un bond considérable. Et on est encore sur une télécommande qui n'est pas rétroéclairée, dans un plastique noir vraiment quelconque, avec en plus des piles qu'il a fallu que je change ici parce qu'en plus elles m'ont laissé, bon c'est pas très grave, mais voilà, donc on est encore sur des piles et non pas sur des batteries, alors que chez Samsung on a quand même des télécommandes qui certes ont un format plus minimaliste, qui n'ont pas la technologie de pointeur, donc du gyroscope qui est peut-être un petit peu plus énergivore aussi, mais voilà, en tout cas on est chez Samsung sur des piles qui peuvent être rechargées de manière solaire, mais aussi au travers des ondes de votre réseau internet, de votre réseau Wi-Fi, et là c'est encore la télécommande plastique, certes, plus ergonomique que chez Samsung, en tout cas selon mon point de vue, parce qu'on a encore les touches 1, 2, 3, 4, etc. Et puis surtout, on a des touches qui permettent, encore une fois, là j'embraye un petit peu très rapidement sur la partie ergonomie logicielle, mais si je garde longtemps appuyé la touche 1, par exemple, tout simplement, je vais pouvoir associer un accès rapide à des fonctionnalités, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Mais néanmoins, faites-nous quelque chose de plus premium avec des matériaux plus premium qui aient du sens écologiquement. Je ne vous demande pas des trucs effectivement qui derrière ont un impact écologique qui ne soit pas pertinent, mais quelque chose quand même de plus quali et surtout avec du rétroéclairage tout simplement, au moins sur les séries les plus haut de gamme. Alors c'est là que je suis censé vous parler sans doute de ce qui est le plus gros morceau concernant ce test et ce produit, à savoir la qualité de l'image, sauf que
que vous dire quoi? Que vous dire d'autre qu'on est évidemment, encore une fois, sur un téléviseur qui est dingue. Enfin, vraiment, ok, j'ai juste envie de lâcher une petite larme pour tous ceux qui auraient payé au prix fort un modèle de l'an dernier, parce qu'on est sur une rupture technologique vraiment considérable. Alors peut-être que effectivement ceux qui ont le moins de sujets et moins de soucis à se faire ou moins de regrets à avoir, ce sont tous ceux qui ont acheté un modèle G2 par exemple de taille supérieure à 77 pouces, puisque ce modèle G3 au-delà n'a pas la technologie MLA. Mais pour tous les autres, ouais, vous passez sans doute à côté de quelque chose, mais vous êtes sans doute aussi ravis de la qualité de l'image que vous affiche votre C2, votre C3, pourquoi pas aussi, ou votre G2, puisque de toute façon, à un moment donné, vous avez acheté un produit qui était dans votre budget, parce que ce qu'on a là, on le paye tout de même, je le rappelle, au prix fort, mais on est sur une véritable rupture technologique et une vraie progression pour tous les contenus. Qu'ils soient d'ailleurs en SDR, mais les téléviseurs OLED sont par ailleurs aussi très bons de toute façon pour les contenus SDR, et puis pour le HDR, on a quand même une ressource qui est tout autre, en tout cas de visu, et j'y reviendrai juste après, on est quand même sur une très très bonne ressource lumineuse. Et alors, c'est impossible pour moi de vous dire si je m'embringue pas dans un truc complètement pipeau marketing quand LG, pipeau technico-marketing, même quand LG me dit qu'ils ont désormais 20 000 zones au lieu de 5 000, bon, je peux pas le savoir ça. Donc quand ils nous disent qu'ils sont capables de mieux analyser ce qui se passe dans l'image pour mieux maîtriser les ressources et forcément gérer basse lumière et haute lumière, ok, très bien. Moi, tout ce que je peux constater, c'est que dans les différentes vidéos que j'ai regardées, y compris des contenus d'ailleurs en streaming sur Disney+, depuis tout à l'heure, tout ce que vous avez là, ce sont des contenus qui sont diffusés sur YouTube, donc c'est même pas de l'Ultra HD pleine définition. Vous avez évidemment des images qui complètent tout ça. Pour tous les contenus, ça a été assez sublime. Ça a vraiment été très très joli, y compris aussi pour la TNT, y compris aussi pour de vieux contenus en streaming, Full HD par exemple sur Netflix, avec 2 mégabits à peine de débit. Le processeur Alpha 9 Gen 6 semble vraiment travailler très très bien. Je parlais des technologies mini LED qui évoluent énormément elles aussi, et forcément on pense beaucoup à TCL qui pousse très très fort sur cette technologie avec des tarifs très agressifs et un C845 que j'espère tester à un moment donné quand ils arrêteront de me faire mariner un petit peu, puis même de ne même pas me répondre, bref. Parenthèse refermée aussi là-dessus. Quoi qu'il en soit, voilà, on a quand même ce parallèle qui se passe du côté du mini LED, sauf que ça manque de qualité de traitement processeur. Donc c'est plutôt du côté de chez Samsung qu'il faut aller chercher si on cherche une alternative à cela, ou pourquoi pas même du côté de chez LG, mais sachant qu'LG ne m'envoie pas et n'envoie même à personne ces téléviseurs LCD mini LED a fortiori en test, et bien du coup je ne peux pas me prononcer là-dessus. Réagissez si vous le souhaitez vous dans les commentaires. En tout cas, la plage dynamique et la plage de luminosité disponible basse et haute lumière est vraiment saisissante. Je vous l'ai dit, ça a été compliqué de le filmer ce produit parce qu'il est vraiment capable de monter très très haut, et il monte très très haut tout en gérant plutôt bien la ressource. J'ai pas noté de phénomène de clipping avec cette sursaturation d'une image par exemple très blanche en fond. Cette boucle qui pour le coup est issue cette année du Blu-ray Spears & Munsil 2023 que j'ai acheté. Vous devez la connaître, encore une fois, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez vu d'autres vidéos. Là, ici, elle était complètement saturée, mais moi, complètement cramée, mais moi, je peux vous dire que j'y vois encore très très bien dans les détails. C'est juste, encore une fois, une histoire de réglage de caméra avec cette sensibilité et ces capacités techniques que propose ce téléviseur avec vraiment beaucoup de ressources. Et clairement, je l'ai vu, j'ai vu cette boucle de démo comme sur aucun autre modèle. Aucun autre modèle, en tout cas sur les parties les plus sombres des images qui sont affichées, des images que vous voyez là, et je l'espère comme celle qui est juste là à l'instant, où clairement, dans les parties basses ici, parfois, c'était clairement un petit peu difficile d'avoir des informations, de lire ce qui se passait dans l'image. Ces images-là, elles sont plutôt simples à reproduire pour le téléviseur d'une certaine manière. Le ciel est parfaitement géré, il n'y a aucun effet de banding. Enfin, une fois, croyez-moi sur parole, parce que je vois bien que c'est complètement cramé. Ici, c'est extrêmement détaillé et dans l'intégralité, avant qu'on en arrive aux scènes qui vont m'intéresser, dans l'essentiel des programmes d'ailleurs, là aussi, dans cette partie basse de l'image, dans cette portion ici en bas à droite, alors là, ça doit être un petit peu plus dur, mais ça manquait souvent de détails et là, c'est totalement disponible. Et ce qui vraiment marque, encore une fois, c'est que l'OLED est une technologie auto-émissive
quand on maîtrise la lumière de manière aussi précise, eh bien on renforce aussi la sensation de piqué dans l'image. Et bien sur ce modèle, j'ai vraiment eu cette impression régulièrement, d'autant qu'encore une fois, j'ai pu le comparer au X95L de Sony, où on a l'impression que certes, on a deux images 4K, mais que l'un s'en sort tout de même un peu mieux que l'autre. Encore une fois, comparatif avec le X95L, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera avec d'autres modèles, je n'en ai pas d'autres là actuellement, mais en tout cas, il y a toujours cet effet de piqué qui marche très très bien et qui en plus cette année est agrémenté par cette ressource lumineuse. Là où je vais prendre un petit peu des pincettes avant d'en venir à la partie résultat des mesures qui va maintenant arriver dans cette vidéo, eh bien c'est que il faut considérer que la technologie White OLED a cette particularité, si jamais vous boostez la luminosité, eh bien vous avez en fait un effet pervers qui est que dans le color volume que vous mesurez, c'est-à-dire vraiment l'espace colorimétrique, cette fameuse forme de pyramide ou cette forme de rectangle qui monte comme ça quand on, grosso modo, comment se comportent les couleurs lorsqu'on y injecte plus de luminosité. Eh bien, la particularité ici, et ce qui fait une grosse différence pour la technologie QD-OLED de Samsung, et ce pourquoi elle a aussi du succès, notamment, eh bien, c'est que sur le White OLED, si vous injectez, grosso modo, plus de luminosité, le téléviseur le fait, grosso modo, au détriment de la saturation, tout simplement de la production des couleurs. Et donc, on va avoir tendance à avoir, grosso modo, plus on monte en luminosité et plus les couleurs vont avoir tendance à s'affadir. Ce qui n'est pas le cas de la technologie QD-OLED, puisqu'on a des sous-pixels RVB qui produisent directement des couleurs plus pures, avec notamment ces quantum dots, et c'est ce qui justifie aujourd'hui que cette technologie, d'une certaine manière, l'emporte sur le White OLED, c'est sur le Color Gamut, et sur le Color Volume, pardon. Parce que le Color Gamut, dont je vous parle régulièrement dans les vidéos, avec la couverture des CIP3, avec la couverture Rec 709 qui va suivre dans cette partie résultat des mesures, eh bien il est très bon pour ce téléviseur-là, mais il sera moins bon, par exemple, qu'un équivalent S95C de chez Samsung sur la partie Color Volume. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête, et c'est quelque chose que j'ai l'intention d'essayer de mettre en place tout simplement dans le process de test, en tout cas pour certains des modèles, parce que je veux essayer de récupérer ces informations. Je vous en dirai plus un petit peu plus tard, mais ça va commencer à devenir vraiment un point important, je pense, ou en tout cas un point qui va permettre de commencer à différencier vraiment ces capacités techniques d'un très bon téléviseur OLED comme celui-ci, avec d'autres technologies OLED qui est le QD-OLED et avec d'autres technologies LCD et mini-LED pour les années à venir, tout simplement, même pour les mois à venir. En tout cas, le résultat est saisissant, c'est vraiment très 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 beau, c'est très très piqué, c'est très contrasté, et en plus, eh bien, vous allez le voir, la colorimétrie est plutôt fidèle, mais pas partout. C'est parti, on embraye sur le résultat des mesures et c'est la voix off qui vous en parle. Sans surprise, les mesures confirment que cet OLED G3 bat des records de luminosité grâce à l'intégration de ces dizaines de milliards de micro-lentilles. Comme je le disais plus avant, ce téléviseur s'en sort très bien dans la reproduction des contenus SDR. Il affiche une fidélité des couleurs relevée comme étant parfaite à l'œil de ma sonde de test. En l'occurrence, en mode Rec 709, le delta E moyen est de 1,24 en mode cinéma et 0,69 en mode filmmaker. Je ne vous fais pas de dessin, c'est parfait. Jusque-là, ce G3 est clairement à la hauteur de nos attentes, avec par ailleurs de très bons résultats sur les mesures de saturation qui tentent à démontrer que dans ces conditions, la montée en puissance lumineuse ne pose pas de problème dans la gestion de la saturation des couleurs. Si je partage spécifiquement ce point, c'est qu'il en est un peu autrement en mode HDR, car justement, dans ce cas de figure, le téléviseur fait appel à plus de ressources. Cela se remarque dans ses résultats de l'échelle de saturation sur l'espace colorimétrique des CIP3, aussi bien dans le mode cinéma que dans le mode filmmaker. A noter qu'il existe en HDR un mode accueil cinéma, mais celui-ci est légèrement en retrait. Concernant la fidélité des couleurs, toujours en DCI-P3, le delta E moyen relevé sur une soixantaine de mesures est de 1,72 en mode cinéma et 1,67 en mode filmmaker, ce qui tente à montrer là aussi l'excellente calibration dans ces conditions. Pour autant, si on remarque que l'échelle de gris est d'une justesse incroyable, certaines couleurs commencent à afficher des dérives proches ou légèrement au-dessus de la valeur de 3.
C'est un peu le revers de la médaille de la luminosité, car même si le résultat reste impeccable, on touche là à une des limites de l'OLED par rapport au QD-OLED. Et si d'aventure vous pensez avoir des yeux bioniques capables de déceler cela, alors vous pourrez toujours faire appel à un professionnel de la calibration qui fera rentrer tout cela dans l'ordre avec des fonctions de calibration et un accès aux 3D LUT visiblement pointu chez LG. De fait, en l'état, aussi performant soit le G3, il ne détient aucun record quant à la couverture DCI-P3 ou BT2020, avec respectivement 96% et environ 72% en retrait, donc sur le QD-OLED qui avoisine plutôt les 80% pour le BT2020. À première vue, les mesures EOTF et luminance traduisent une nouvelle fois une mesure d'échelle de gris impeccable et une montée en puissance lumineuse plutôt bien gérée, jusqu'à 1400 nits, en pic à 10% dans ces deux modes. Toutefois, en y regardant de plus près, on note que la sonde relève un léger effet de clipping dans les hautes lumières, reproduit là encore dans les deux modes du téléviseur, mais comme je le disais plus tôt, je ne l'ai jamais constaté à l'usage avec des contenus visionnés qui n'auront évidemment pas le même impact sur l'électronique que ces mires à 10%. Les records se trouvent donc du côté de la luminosité maximale de ce G3 pour lequel notre sonde a relevé un pic à 10% d'environ 1540 nits dans les deux modes avant que le limiteur n'entre en action et coupe la mire. Comme toujours, on remarque que dès que la taille de la mire atteint 25%, la puissance lumineuse chute pour s'établir à 250 nits environ à 100%. Dernière mesure sur le sujet, vous le savez peut-être, je procède également à des relevés selon 35 points avec une mire à damier. Celle-ci me permet de voir comment se comporte la dalle avec des zones allumées et des zones éteintes. Dans ce cas, je le rappelle, j'avais mesuré 194 nits pour le C2, 221 nits pour le G2 et 208 nits pour le C3. Nouveau record pour ce G3 qui atteint désormais 342 nits, un net progrès. Enfin, j'ai pu mesurer un input lag très proche de celui du C3, à savoir environ 13 millisecondes en 1080p à 60 Hz et même 9,5 millisecondes une fois l'option renforçateur activée. Avant de passer à la suite des tests et vous parler du mode jeu, sachez que j'ai mesuré également une consommation moyenne de 115 watts avec les différents contenus SDR et HDR visionnés. Voilà, je pense que le message est clair. Avec cette série G, c'est vraiment le paramètre, le critère, l'évolution la plus importante concerne cette partie luminosité, y compris avec cette fameuse luminosité moyenne, alors avec des mesures certes de mon cru. Voilà, accordez-y l'importance que vous souhaiterez, mais en tout cas, le process fait que c'est toujours mesuré de la même manière et qu'on voit bien qu'on est quand même sur un écart de puissance lumineuse assez important. Et justement, c'est peut-être cette montée en puissance qui, dans certains cas, on l'a vu, certaines mires par exemple, on voit que le delta E augmente, parce que peut-être que justement cette montée en puissance lumineuse, comme je le disais, a tendance à affadir le rendu, et donc du coup on tend vers la dérive colorimétrique plus ou moins importante, encore une fois, même si elle reste très bonne, puisqu'on est au final sur un delta E inférieur à 3, et donc une fidélité des couleurs considérée comme pouvant être parfaite, même si je vais revenir sur une partie juste après, qui explique qu'on peut faire beaucoup mieux. Et surtout, on le voit aussi dans la partie optimiseur de jeu, dans laquelle LG fait le choix d'avoir une image encore plus dynamique pour encore plus produire ce boost sur les contenus HDR sur vos jeux vidéo, qui eux vont vraiment aller chercher peut-être plus de ressources lumineuses encore que des contenus cinéma. On voit bien que la dérive, ça donne du grand n'importe quoi. Et donc du coup, ça commence à traduire peut-être certains soucis, peut-être qu'on ne va pas rencontrer sur la technologie QD-OLED. C'est de toute façon un point que j'ai partagé avec Cédric Louis, qui est calibreur professionnel. Vous le connaissez peut-être, il travaille notamment avec AV César. Je vous invite à consulter, je vous mets le lien dans la description, les résultats de tests qui ont été publiés par AV César, puisque lui, justement, calibre les téléviseurs, et puis refait des mesures. Clairement, on voit bien que c'est le boulot d'un calibreur professionnel, on arrive sur quelque chose de parfait. Clairement, il me l'a dit, les ressources du G3 sont là aussi pour contribuer à cette capacité de calibration, même si, comme moi, il pense que ça a tendance à s'affadir, évidemment, lorsqu'on monte en puissance lumineuse, parce qu'on est sur des propriétés technique même de cette technologie White OLED qui fait que quand on injecte de la lumière, on dénature les autres couleurs, enfin on affadit un peu, on écrase un peu le reste, on désature plutôt devrais-je dire les couleurs, et donc voilà, c'est un peu le souci. Si j'avais contacté aussi Cédric Louis, c'est parce qu'il était initialement prévu aussi qu'on échange peut-être plus longuement, et surtout il avait noté lui, lorsque LG
commercialiser son téléviseur, j'en ai parlé sur le Discord, ils ont sorti le TV, il y a eu des premières vagues de tests qui sont sorties, non pas dans la précipitation, mais bref, il y a eu des premiers tests qui sont sortis, les gens mesuraient 1400 nits, et ils disaient « Wow, c'est génial, 1400 nits sans pic, trop bien, on n'a plus besoin des téléviseurs mini LED ». Ça, je vous l'ai dit, c'est absurde. Le raisonnement est absolument pas bon. Quoi qu'il en soit, certes, technologiquement, on était sur une puissance lumineuse en pic à 10%. LG a déployé un firmware qui était le 3.10.85 qui faisait chuter cette puissance lumineuse aux alentours des 1300 et c'est là que Cédric m'avait appelé en me disant « Ok, est-ce que tu as le téléviseur? Qu'est-ce que tu constates? Etc. » Et donc on se disait « Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que LG a appliqué certaines sécurités qui font que la luminosité s'est abaissée ?» Ce qui est sûr, c'est que visiblement, ça a changé. Ça a changé. Moi, je suis sur un firmware qui est le 3.11.30 et vous l'avez vu, je suis sur des mesures de luminosité qui sont différentes. Attention, ce sont des mesures de luminosité réalisées avec une sonde X-Rite qui n'est pas du matériel professionnel à des dizaines de milliers d'euros. Là-dessus, encore une fois, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment me rapprocher de Cédric dans le travail, c'est qu'effectivement, on est sur des personnes qui calibrent des téléviseurs et qui associent des spectromètres, des spectromètres à 2 nanomètres qui vraiment permettent en plus tout simplement de procéder à des mesures d'une exactitude sans pareil. Mais je ne vais pas pour autant vous dire que les mesures que je vous partage depuis des mois maintenant sur la chaîne sont complètement absurdes, au contraire. Et j'essaye en plus de développer d'une certaine manière quelques petits process qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et dans ce qui se passe sur les téléviseurs, comment les distinguer les uns des autres, plutôt que de faire de banales procédures. J'essaie de trouver des choses dans la mesure de mes moyens et des outils techniques dont je dispose. Donc j'espère que ça vous convient aussi. Donc ça tient la route, d'autant que je retrouve des résultats assez proches sur d'autres médias, d'autres personnes qui font des tests, mais évidemment avec du matériel équivalent. Tous ceux qui peut-être ont du matériel professionnel peuvent aller encore plus loin. Et moi j'aimerais bien être capable d'avoir des outils encore plus perfectionnés, mais ça demande des investissements et peut-être plutôt passer par un partenariat. Donc voilà, donc vous avez mon point de vue global sur cette partie mesure qui évidemment encore une fois adresse surtout une montée en puissance lumineuse avec peut-être petite précaution sur l'effet pervers que ça peut avoir sur la partie colorimétrie. Alors néanmoins, malgré cette dérive colorimétrique, lorsque l'on est avec ce mode optimiseur de jeu activé, bon, ça marche, je vous le dis, en mode jeu vidéo, on met ça un petit peu de côté d'une certaine manière, enfin je pense, en tout cas pour l'essentiel, moi, des titres que j'ai pu faire, que ce soit du Forza, d'Unravel 2, que ce soit aussi du Hitman, etc. J'ai fait quelques titres et puis finalement ça s'est très très bien comporté. On peut se dire, peut-être qu'ok, on va pas avoir une fidélité des couleurs parfaite, sauf à passer par un professionnel de la calibration, mais ça marche. Je rappelle aussi que l'évolution en 2023, c'est l'arrivée avec le HDMI 2.1 sur cette plateforme avec le processeur Alpha 9 Gen 6 et puis WebOS version 2023. De la technologie, l'intégration de la technologie QMS qui permet, le Quick Media Switching, qui permet de changer de source sans plus avoir cette latence que l'on pouvait avoir lorsqu'on passait par exemple d'une source qui n'était pas en 120 Hz vers une source VRR 120 Hz par exemple. Vous le voyez, là je passe tout simplement de la TNT vers la console. Et ça se passe quasi de manière instantanée. Et pourtant, hop, regardez, je vais activer ici la Game Bar. On va bien voir que je suis ici sur 118 fps, que j'ai bien le VRR d'activer. Et ce qui m'emmène d'ailleurs, du coup, à un autre des paramètres, c'est que maintenant que j'ai suffisamment de ressources lumineuses, j'avais vraiment dénoncé, enfin en tout cas, je vous avais expliqué que l'on a dans cette paramètre de la Game Bar des modes pièces sombres avec différents niveaux. Soit je l'éteins, soit je l'active. Et en fait, dans les modes pièces sombres, hop, vous voyez, ils sont là. Donc j'ai soit il est désactivé, vous voyez bien que ça monte la luminosité, soit j'ai un mode de niveau 1 ou un mode de niveau 2 qui continue néanmoins évidemment d'abaisser la luminosité de la dalle. Ça c'est si jamais vous trouvez que c'est un peu trop lumineux pour vous. Mais comme on a de la ressource ici, et bien désormais, même avec le mode le plus bas, on continue d'avoir une bonne visibilité de l'écran. J'ai évidemment mentionné la consommation qui est environ de 110 watts dans la partie résultat des mesures, qui évidemment, avec la partie jeu vidéo, allez, c'est simple, on va se le faire en temps réel. Regardez, avec cette image qui est juste là. Voyons un peu la consommation temps réel via la prise connectée. Tac, voilà, elle est là de 120 watts. Si jamais je baisse un petit peu en LV1, tac, est-ce que ça change ? 102 watts, on a quand même gagné 18 watts de 120 à 102.
LV2, hop, je baisse 90 watts, voilà, 87 watts, regardez ce qu'on va bien le voir, c'est pas simple ça, pas simple. 87 watts lorsque j'abaisse effectivement en LV2, et là si je remets en haut, 114, 116 watts, voilà, 117, 118 watts sur cette image-là. Donc vous voyez, il y a quand même un impact instantané sur la consommation, en même temps c'est normal, hein. Là je suis repassé à 102 watts, voilà, évidemment que si on abaisse la luminosité, on abaisse le niveau de consommation. Quoi qu'il en soit, l'expérience en matière de jeux vidéo est vraiment très bonne, quel que soit le titre moi que j'ai pu essayer, y compris aussi du FPS, hein, ça marche bien, mais en même temps c'était déjà le cas sur les précédents modèles, sauf que là on a toujours cette ressource supplémentaire et une immersion audio, très petite parenthèse, hein, sur la partie qualité audio de ce téléviseur, qu'elle soit pour les contenus cinéma, les séries, etc., mais aussi pour la partie gaming, assez surprenante compte tenu de la finesse de ce téléviseur, hein, 2,5 cm à peine, 2,4 cm. Et ben c'est plutôt pas mal comme système audio, il y a de la ressource, c'est pas transcendant. Évidemment que si vous avez peut-être le budget pour un tel téléviseur, vous aurez soit un système Hi-Fi associé, multicanal, des enceintes dans la pièce, etc. Soit vous aurez tout simplement une barre de son, pourquoi pas d'ailleurs avec des satellites arrière. Alors avant de conclure et de passer au verdict, etc., les points positifs, les points négatifs, le rappel des tarifs, je vais passer à la partie ergonomie logicielle, mais très rapidement en revue, parce que j'en ai déjà suffisamment parlé, j'ai même une vidéo dédié à WebOS 23, qui visiblement, vous avez été quelques-uns à me dire que vous avez reçu des mises à jour sur vos séries C, notamment C3 et puis même C2 et même G2 d'ailleurs, je crois, qui semble se rapprocher un petit peu de ça, mais sans doute pas avec les fameux Quick Cards qui sont ici, qui effectivement représentent la principale innovation logicielle, j'ai envie de dire. C'est voilà, ces petites Quick Cards qui offrent des accès directs, par exemple, à votre espace console de jeu. Donc c'est tout simplement la sortie HDMI, la dernière sortie HDMI, la partie télétravail avec des applications que vous allez pouvoir associer, vos Gmail, etc. Et puis vous allez pouvoir brancher kit clavier et souris sans fil. La partie jeu qui pour moi reste encore en retrait par rapport à ce que peut faire Samsung avec son univers gaming, où on va vraiment retrouver non seulement plus de services, puisque là on n'a pas le service de Microsoft, on a uniquement le service GeForce Now qui fonctionne bien par ailleurs, mais on a le service GeForce Now de Nvidia qui fonctionne mieux sur l'aspect qualitatif même, j'ai envie de dire, par rapport au service de Microsoft, puisque lui il est en bêta, mais là ce que je voulais dire c'était plutôt comparer le service GeForce Now intégré à ce téléviseur. Donc de toute façon, GeForce Now est un service qui marche bien, service payant un petit peu différent évidemment du service de Microsoft. L'accès à YouTube, à Twitch, etc., c'est quelque chose qui est selon moi mieux géré dans cette interface gaming chez Samsung, mais en même temps ces deux constructeurs là se bagarrent un petit peu pour proposer ces deux univers jeux vidéo. On va retrouver aussi la partie musique, là aussi des applications liées à la musique, vos streaming, vos podcasts, etc., avec du Spotify, du YouTube, de l'Apple Music, de l'Amazon Music. Alors YouTube, c'est YouTube Music également. Donc voilà, donc tout ça, je vous en ai déjà causé. Et ce dont je vous ai déjà parlé N fois, c'est cette place qu'occupe la partie publicité, avec effectivement les LG Channels juste là, qui là est tout simplement ici parce que j'ai désactivé la suggestion de publicité, mais ça, en fait, c'est un espace qui est tout simplement dédié, c'est un espace partenaire, c'est-à-dire que vous avez acheté votre téléviseur, cher payé, vous payez des redevances TV aussi, mais en plus, désormais, ce sont les constructeurs télé qui vous imposent de la publicité. Alors, il paraît que c'est aussi une demande des clients d'avoir des suggestions de contenu, donc du coup, en plus de cette belle partie publicité, moi, honnêtement, ça a tendance à m'agacer, mais je pense que vous commencez à le voir, vous avez les tendances actuelles qui vous suggèrent du contenu. Moi, je vous le dis, ça fait un petit moment que je regarde des programmes sur cette télé. Là, il n'y a absolument rien qui m'intéresse. Donc, pourtant, je suis identifié. Là, vous voyez, le G, là, c'est le fait que j'ai lancé, que j'ai identifié un compte avec mon smartphone, etc. Que dalle. Absolument rien ne m'intéresse. Je rappelle juste aussi, très rapidement, que par le passé, encore une fois, certes, je radote peut-être un peu, mais avant, on avait Netflix, on allait choisir, et puis on avait la petite barre au-dessus qui nous proposait de reprendre les contenus. Ça, vous oubliez aussi. Puis vous oubliez aussi, même si vous allez chercher plus bas, parce que là, par exemple, vous avez Pluto TV, vous avez Disney+, mais regardez, oh, Disney+, c'est bien. Disney+, me propose des choses, alors pardon, là, je redescends. Disney+, me propose des choses qui ne sont absolument pas, non seulement des contenus que j'ai commencé à regarder, mais qui, en plus, vont être des contenus, regardez, hop, je vais le lancer, et puis voilà, je rouvre finalement l'application. Alors cette fois-ci, je suis bel et bien dans des contenus qui me concernent, mais en fait, même le contenu qui m'était proposé ici, là, hop, je vais essayer d'aller l'ouvrir, à moins que j'ai fait une fausse manip, c'est quand même assez dingue. Avatar, la voix de l'eau, je clique, et non,
Alors on va revenir en arrière, on va le refaire, on va aller chercher autre chose. En même temps, ça m'étonnerait qu'il soit d'ores et déjà disponible, ce film, sur Disney+. On va prendre un truc qui semble plus crédible que celui-ci soit disponible. Et non. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Pourquoi ce truc-là, non seulement me suggère des contenus qui ne sont absolument pas en lien avec ce que j'ai, moi, commencé à consommer, mais qui en plus ne marchent pas? La dernière croisade. Ben, je vais là. Vous voyez, là, quand même, j'ai suffisamment multiplié les essais et je ne les retrouve nulle part ici sur mon compte. Donc, en fait, honnêtement, on est purement là dans le placement de vignettes de films Prime Video. Je ne suis pas sûr d'avoir associé mon compte Prime Video. Donc, du coup, je me tape un peu les suggestions qui ne me concernent pas. LG Channels, j'avais regardé un peu les LG Channels, des vieux programmes. Là, encore une fois, il n'y a rien qui m'intéresse. Apple TV, j'ai même pas mis mon compte Apple TV dessus. Encore une fois, Rakuten TV et YouTube. Alors, ça, je pense que c'est le pire. C'est-à-dire que ça serait extrêmement simple, encore une fois, de récupérer mon historique YouTube. Et là, une nouvelle fois, mais rien ne m'intéresse. Rien du tout. Pas même des clips, etc. C'est pas du tout le genre de contenu que j'ai pu visionner. Regardez. Hop, je vais lancer l'application YouTube. On va se retrouver sur mon compte. Allez, ouvre-toi. Voilà, donc il me lance la dernière vidéo, mais c'est absolument pas des contenus qui me concernent, quoi. Hop, attendez, accueil. Voilà les derniers contenus qui, effectivement, sont peut-être des choses que j'avais commencé à visionner sur YouTube, ou en tout cas des chaînes auxquelles je suis abonné, que ce soit du Karadiza, que ce soit Pierre Thévenoud, etc., ou des contenus que j'ai commencé à regarder. Là, d'accord, ce qui m'est proposé ici sur la home, dans la partie YouTube, aucun intérêt. Exprimez-vous là-dessus, je n'irai pas plus loin. Sachez juste qu'on est arrivé dans le plus bas. Hein, voilà, on a effectivement donc 1, 2, 3, j'ai envie de dire, peut-être niveau de navigation, avec de la pub, mes applications, quand même, mes applications ici, de la pub et de la pub. Ce que je qualifie de pub, qui est du contenu, évidemment, c'est pas directement la pub, mais en tout cas, ce sont des espaces que je ne peux pas maîtriser, que je ne peux pas personnaliser et qui ne sont d'aucun intérêt dans mon cas. Dites-moi, vous avez peut-être un avis différent là-dessus, mais pour ma part, voilà, vous le sentez bien, c'est un point qui coince. Néanmoins, WebOS 23 est évidemment l'un des systèmes d'exploitation les plus rapides, que ce soit d'ailleurs pour allumer ou pour éteindre le téléviseur, hein, ça va vraiment très très vite. Je rappelle que pour lutter un petit peu contre tout ça, on a les touches de la télécommande qui proposent d'associer des raccourcis à des applications. Regardez, si par exemple j'ouvre Netflix, hop, je vais appuyer longtemps sur la touche 1 et il me propose, par exemple, d'associer Netflix à la touche 1 de la télécommande. Je vais dans le menu sur la page d'accueil, j'appuie longuement sur la touche 1 et il va m'ouvrir l'application Netflix. Donc ça fait une vraie différence là où on a des systèmes d'exploitation qui deviennent, comme celui-ci, peu efficaces, selon moi, voire même pollués par les intentions des équipes marketing des marques. Franchement, ça fait complètement la blague. Hein. En plus, avec l'affichage 4 tiers et les bandes noires sur le côté, c'est parfait. Allez, j'ai envie de terminer là-dessus. C'est drôle. Quoi qu'il en soit, les points positifs et les points négatifs de ce téléviseur, vous l'aurez compris, hein, le point positif, c'est évidemment la qualité de l'image. Hein, la technologie qui est ici intégrée avec le panneau OLED, Evo, Meta Booster, MLA avec les micro-lentilles, c'est un quadruplé, quintuplé, bref, c'est une solution gagnante, ça paye, ça fonctionne bien. La promesse technique d'apporter cette année une véritable performance, en tout cas une véritable montée en puissance lumineuse, elle se vérifie d'autant plus qu'on a en plus un nouveau filtre anti-reflet qui vient un petit peu améliorer aussi le résultat global. On a cette inclinaison du panneau lorsqu'il est monté sur le pied, on a aussi un pied rotatif qui est à considérer aussi, même s'il est en option, comme une des options justement auxquelles on va pouvoir recourir pour répondre à certains usages, mais sachez qu'encore une fois, la série G, elle est faite pour s'accrocher au mur. Point positif, la dalle Evo MLA, la montée en puissance lumineuse, la fidélité des couleurs en sortie de carton, qui encore une fois, même s'il va falloir faire attention parce qu'on commence à regagner certaines dérives peut-être sur certaines couleurs, le design du produit qui est toujours aussi réussi, même si cette année il n'a pas franchement évolué, le design reste intéressant. La connectique HDMI 2.1, on a quand même 4 connecteurs 48 gigabits avec tout ce qui va bien, le FreeSync Premium, le G-Sync, le VRR, l'Auto Low Latency Mode, etc., le Dolby Vision, le HDR10, Dolby Vision Ultra HD évidemment à 60 Hz, donc ça fonctionne bien pour les consoles de dernière génération.
Et donc encore une fois, le traitement anti-reflet qui effectivement est légèrement meilleur que sur les années précédentes. Dans les moins, eh bien évidemment, il y a les tarifs que je vais rementionner. Allez, je vous les affiche juste à côté de moi aussi. Ces tarifs qui sont évidemment élevés, importants, hein, que c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui d'accéder à cette technologie MLA. Et aussi le système d'exploitation qui, résolument pour moi, est vraiment trop une source d'affichage de publicité ou de contenu partenaire sponsorisé. J'ai tendance à résumer ça comme de la pub, même si peut-être que vous, de votre côté, vous vivez ça très très bien avec cette suggestion de contenu qui peut vous intéresser, genre il y a quoi regarder à la télé, on n'en sait rien, eh bien on se laisse porter par le système. Tout simplement le système d'exploitation, hein, pas le système au sens global. Voilà, vous savez tout, vraiment un téléviseur réussi dans son ensemble, qui se paye au tarif assez élevé. Il faut encore compter sur LG, je pense, pour voir les prix abaisser. Puis peut-être que l'avenir aussi, eh bien, nous réserve des surprises avec des tailles plus grandes et cette technologie MLA, l'avenir nous le dira encore une fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas. Vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien, qui motive, qui fait toujours plaisir, qui aide aussi eh bien, au référencement tout simplement de cette vidéo. Et si vous voulez m'aider encore un petit peu plus, eh bien, encore une fois, vous retrouverez dans la description eh bien, des liens d'affiliation. Ça vous coûte pas plus cher et ça vous permettra tout simplement eh bien, d'acheter les produits. Alors, je sais que sur les téléviseurs, je vous mets des liens d'affiliation Fnac et que vous êtes nombreux à me partager surtout des bons plans sur d'autres enseignes. L'essentiel pour vous, c'est de faire des bonnes affaires. Moi, je teste les produits et puis vous avez d'autres moyens, pourquoi pas, de m'aider si vous le souhaitez. Vous avez le Super Thanks qui est en dessous, le fameux petit bouton merci qui vous permettra, si vous le souhaitez, de faire des dons. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je remercie encore Didier Méranski. Et bien lui, je pense qu'il est encore dans la vidéo puisqu'il regarde souvent les vidéos en entier. Merci à toi Didier et merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en entier évidemment. Mais Didier qui participe régulièrement et qui fait des dons à la chaîne, je l'en remercie encore. Voilà, vous savez tout. C'était long encore, hein, c'était long. Allez, dites-moi ce que vous en avez pensé en tout cas dans les commentaires. Il ne me reste plus aussi qu'à ajouter eh bien, que vous pouvez vous exprimer dans l'espace commentaire et vous retrouvez aussi dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord. On continue d'échanger et à côté de moi, les liens vers les réseaux sociaux, même s'il est vrai que j'ai du mal. J'ai du mal avec Twitter, c'est devenu un fourre-tout. Et puis avec Instagram, j'espère pouvoir aussi créer un petit programme pour partager avec vous sur Instagram. J'ai d'autres formats à venir aussi, des petites peut-être scénariser ou en tout cas répondre à toutes les questions que vous pouvez me poser sur YouTube en vidéo sous un format short à venir, une petite piste de réflexion. Je vous lâche le truc et puis on verra à la rentrée ce qu'il en est. Voilà. Si jamais je ne vous revois pas avant vos vacances, eh bien je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Moi aussi, je vais partir en vacances, mais j'espère rester quand même un petit peu en contact et vous produire des contenus. Peut-être, j'espère, on verra bien en fonction de la connectivité qui m'attend sur place. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Surpris! Hercule Poirot comme il est beau. Ça marche. Ça marche très bien le contenu. Je suis bluffé. Épaté par le résultat d'Hercule Poirot. C'est propre, c'est fluide, c'est net, c'est un peu lissé mais pas trop. Les couleurs sont jolies. Bon, c'est remasterisé quoi.